relation toxique, mesdames et messieurs, en amour, en amitié ou même en famille, si ce n'est pas nous-mêmes qui l'avons vécu, nous avons certainement connu des proches qui sont dans ces genres de relations. Et le drame, c'est qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Elles sont tellement éprises par cet amour, si c'est un amour, ou par cet amour fraternel, si c'est un amour fraternel, ou même par cette amitié que ces personnes-là ne se rendent même pas compte. Alors, c'est quoi une relation toxique concrètement? Quelles sont ses manifestations? Pourquoi la personne qui est dans cette relation ne s'en rend pas compte? Une autre question, est-ce la relation qui est toxique ou bien la personne qui est toxique? Comment s'en remettre et comment reprendre ses marques? On en parle aujourd'hui avec nos invités que je vous présente. Avez-vous déjà entretenu une relation toxique? Pensez-y bien. Que ce soit avec un ou une amie, un ou une partenaire, un membre de votre famille, un ou une collègue, tout le monde a déjà fait face à ce type de relation. Bien sûr, on ne voit pas toutes les choses de la même manière dû à notre personnalité et à notre vécu, ce qui complique légèrement le processus de prise de conscience. Bien que l'origine de ce type de situation puisse être liée à des problèmes psychologiques pouvant différer d'une personne à une autre, la logique derrière le problème relationnel reste la même. Une relation toxique, c'est quoi exactement? La réponse avec nos invités du jour, coach Amédée Podze Atolou, coach en Mind Éducation, qui a vécu une relation amoureuse toxique pendant 17 ans, et Ulrich Viroueni, qui est psychologue. Avec eux, on abordera les volets comme les manifestations d'une relation toxique, serait-ce la personne qui est toxique ou la relation? Qu'est-ce qui retient dans cette relation? Comment reprendre ses marques? Seront des questions à aborder. André Alirono, psychologue clinicien, va nous rejoindre en deuxième heure. Sur ce second plateau, les signes avant-coureurs, comment réagir face à une relation toxique et les formes de prévention et comment éviter les toxiques et relations toxiques et les signes auxquels il faut faire attention. Alors, j'ai convié à ces échanges aujourd'hui deux professionnels. Il y a un psychologue et un psychologue clinicien. J'ai monsieur Ulrich Viroueni qui est psychologue et André Alirono qui est psychologue clinicien. Ils sont déjà installés. Vous allez pouvoir les voir. Voilà, vous les voyez derrière moi. Nadège, vous me rejoignez? Oui, avec vos perles qui font assez de bruit. Il faudra que je le précise. Oui, parce que les téléspectateurs vont l'entendre. Oui. Voilà. Merci beaucoup de vous installer. Allez, mesdames et messieurs, on va s'installer confortablement avec le clip du jour. Le temps pour moi de rejoindre mes invités pour qu'on parle de cette affaire de relations toxiques. Quels sont les signes auxquels il faudrait faire attention? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et à tout de suite. Monsieur Ulrich Viroueni, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Je prononce bien le nom, je crois. C'est Viroueni. Viroueni. Voilà. Viroueni, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ok, d'accord. Ulrich Viroueni. Bonjour, vous êtes psychologue, j'espère que vous allez bien ce matin. Très bien. Merci. André Alirono, bonjour. Bonjour, Angèle. Psychologue Bonjour, clinicien, téléspectateurs. ça va vous? Ça va? La pluie, vous gérez. Vous êtes timide ce matin? On n'a Qu'est-ce pas qu'il y a? le choix, on doit être dedans. C'est la pluie, vous vous rend timide? Je ne vous sens pas comme d'habitude. Moteur diesel, ça va commencer tout doucement. Ah, d'accord. Elle est bien bonne, celle-là. Allez, Nadège, bonjour. Bonjour Angèle. Ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, on va démarrer avec le mot du jour pour qu'on puisse entrer dans nos échanges avec nos deux professionnels. Je dois préciser qu'on a invité Madame Amédée Podze Atolou. Elle devait être là d'abord en tant que victime parce qu'elle est restée dans une relation toxique pendant 17 ans, nous a-t-elle confié. Et elle devait être également là avec la casquette de coach
en Mind Education. Mais la pluie de ce matin n'a pas favorisé les choses. Donc voilà, elle n'a pas pu faire le déplacement. Ça aurait été magnifique si on a pu la voir. Ou à défaut, pourquoi pas, on va la prendre en offre pour écouter ce qu'elle aura à dire là-dessus. On verra bien dans le cours, dans la suite, donc tout à l'heure. Allez, on y va, Nadège. Merci Angèle. Aujourd'hui, on ne parlera pas que d'un mot du jour. On met le mot du jour au pluriel. On parlera d'une part de la relation qui s'écrit R-E-L-A-T-I-O-N. Relation qui est un nom féminin. C'est un ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Exemple, relation de bon voisinage. Nous avons également le mot toxique. Toxique qui est un nom masculin, produit ou substance nocive pour l'organisme. Se dit d'une personne également ou d'une relation dont l'influence est psychologiquement nocive. Pernicieuse. Exemple, quitter un conjoint ou une conjointe toxique sortie d'une relation toxique. Et pour finir, Angèle, nous avons pu trouver le groupe de mots relation toxique qui donne quoi? Qui donne une relation au sein de laquelle l'un des protagonistes ou les deux se sentent mal, ressentent un inconfort, un mal-être, un état de morosité. C'est tout pour le mot du jour. D'accord. Vous avez déjà eu une relation toxique une fois pas forcément en amour, hein. Les professionnels vont le préciser, je pense que c'est dans tous les domaines, je crois bien. Bon, est-ce qu'on s'en rend compte d'ailleurs? On s'en rend pas compte. Est-ce qu'on s'en rend compte d'abord? On s'en rend pas compte. Vous n'avez pas encore conscience, c'est ça? Non, vous n'avez pas conscience d'avoir vécu une relation toxique? Quand je sens tout de suite que ça devient autre chose, j'arrive quand même à me débarrasser le plus tôt possible pour ne plus avoir... Quand je me sens déjà avec un mal-être, tout de suite, tu remarques que je suis à l'écart. Ce mal-être-là, je ne sais pas pourquoi. De toutes les façons, heureusement, j'ai deux professionnels, ils vont faire les clarifications. Alors, c'est vrai qu'on a démarré avec cette définition sommaire-là. Monsieur Ulrich, alors, si vous devez nous présenter une relation toxique, que direz-vous? Bon, j'aborde dans le même sens que Madame Nadège, puisqu'en réalité, la relation, c'est un rapport entre des individus. Mais dans ce rapport, il y a des dysfonctionnements. D'accord. Et ces dysfonctionnements peuvent durer plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. Et ces dysfonctionnements également peuvent être source de frustration, d'angoisse. Et en réalité, c'est ce qui même pourrit la relation. Et on parlera de relations toxiques. D'accord. Et André, psychologue clinicien, ce sera la même définition ou vous voulez faire un apport particulier? Non, tout est dit sur la définition. Je pense qu'elle est suffisamment claire comme ça. On ressent un mal-être, on n'est plus soi. Et puis, bon, voilà, ça vous plombe totalement. Vous n'arrivez pas à vous exprimer au sein de la relation. En fait, vous êtes, est-ce que je vais dire, inhibé. C'est un peu plus que ça. Vous vous sentez vraiment mal. Vous n'êtes pas épanoui dans la relation. Bon, c'est vrai qu'il arrive que ce soit des deux, du couple, pour ne pas dire des deux personnes en relation, soit une seule personne qui vive vraiment ce mal-être. Mais aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas seulement en amour. Ça peut être bien en famille, ça peut être en fonction, dans la profession. Donc, ce n'est pas qu'une relation toxique se vit en amour. Maintenant, quand c'est, quel que soit le domaine, comment on sent que c'est toxique? Quelles sont ces manifestations? Parce que l'entendement ne perçoit pas qu'en famille, qu'il y a une relation toxique, en amitié, qu'il y a une relation toxique, en amour peut-être. Comment ça se manifeste alors? Je vais commencer par vous, pour que votre collègue puisse renchérir après. Bien, évidemment, quand vous êtes dans une relation et que vous n'avez plus le sourire. C'est pas tous les jours?
Oui, quand on dit vous n'avez plus le sourire, c'est que la personne, la présence de l'autre vous met vraiment mal à l'aise. Vous ne sentez plus l'envie de communiquer. Et il n'y a pas de lien de communication. La communication n'est pas saine en fait. Vous n'arrivez pas à dire les choses. La relation n'est pas basée sur des bases. Bon, peut-être je me répète. Il n'y a pas de base solide, pour ne pas dire saine, pour établir votre relation. Voilà que vous n'arrivez pas au cours de votre relation, pendant votre ou bien dans votre relation, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, à faire ce que vous pensez bien ou pouvoir faire. Vous n'arrivez pas. En d'autres mots, on dit vous n'avez pas de mots. Vous vivez au rythme de l'autre, en quelque sorte. Quand c'est comme ça et que voilà, vous n'avez pas vos moyens, vous ne vous exprimez pas, et puis vous sentez très mal, vous sentez vraiment mal, dites-vous que bon, ça, est-ce que ça me profite? Parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas épanoui. Vous êtes mal, vous n'avez pas de communication, les bases ne sont pas saines, il n'y a rien sur lequel vous puissiez vraiment discuter. Et quand ces éléments-là sont là, bon, il faut que vous vous posiez une question. Monsieur Viwegni, dites-moi, quand on considère tout ça, est-ce que ce n'est pas des signes qui sont existants dans pratiquement toutes les relations humaines? Oui, c'est des signes qui existent, mais lorsqu'on parle de relations toxiques, ces signes sont plus visibles. Et vous pensez, vous avez une relation où votre partenaire vous domine sur toute la ligne. Il ne vous considère pas. Une relation où vous êtes épuisé, étouffé. Alors cette relation devient une relation toxique. Vous ne décidez plus de vous-même. De vous-même. Il vous manipule. D'accord. Maintenant, est-ce la personne qui est toxique finalement ou la relation? Bon, là, la relation est toxique parce que la personne est toxique. Je pense que c'est le comportement du partenaire qui détermine la relation en réalité. Donc, si la relation est toxique, c'est que l'un des partenaires est toxique. C'est-à-dire, il a des comportements qui ne permettent pas à cette relation d'évoluer. S'il est un manipulateur, par exemple, c'est qu'il est toxique. Est-ce qu'on peut décider délibérément de manipuler? Normalement, non. On ne peut pas décider délibérément de manipuler l'autre si on est réellement une personne normale. Certainement que lui-même, de son côté, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche parce que peut-être il est classé peut-être parmi les gens de personnalité difficiles. Pourquoi pas? Donc ça veut dire qu'en réalité, lui-même, il est malade. Ça fait deux malades dans une même relation. Là, ça commence à être compliqué. Hein, quand même. Le premier conduit l'autre, j'espère. Ah, le premier entraîne l'autre, donc ça fait deux malades. Ils vont s'en sortir certainement. Oui, André allait revenir sur la même question. Je demandais à M. Viwegni si c'est la relation ou bien si c'est la personne qui est toxique et comment cela peut s'expliquer. Ici, on va se focaliser sur la relation. Parlant de relation, c'est le système de communication, d'échange que vous aviez instauré entre vous, entre deux individus ou plusieurs individus. Et donc, c'est de cela, on va se focaliser sur ça, parce que en allant, c'est vrai, il a si bien dit, hein, il y a des types de personnalités qu'on appelle difficiles. Mais est-ce que je vais dire c'est de leur faute? Non. On ne va pas tout de suite commencer par classer tous ceux-là et dire qu'ils vont, finalement, ils ne vont pas avoir de relation. Ce que je voudrais dire, c'est que, oui, il y a des gens qui ont les caractères, qui, vous allez voir, au premier abord, vont être difficiles d'approche, difficiles de composer avec. Parce que malheureusement, ils ont naturellement la facilité de vous faire vivre à leur rythme. Et quand vous aussi, vous aviez un type de caractère qui est imprimé en vous et qui vous permet de vivre au rythme de l'autre,
Vous n'arrivez pas à prendre le dessus pour quand même sortir qui vous êtes. Vous voulez toujours que quelqu'un vous guide. Vous voulez suivre quelqu'un. Vous voyez, vous allez être dans cette relation sans vous épanouir, mais ne pas chercher les moyens de sortir. Mais ici, on ne va pas dire que la personne est toxique, parce qu'il a bien dit, c'est le comportement. En fait, les échanges que vous aviez et qui vous pourrissent en quelque sorte la vie. Donc oui, une relation sera toxique, dépendra des comportements de l'un et de l'autre. L'autre peut avoir son rythme de vous entraîner. Et si vous avez un rythme de suivre, vous allez subir. Vous êtes dans une relation toxique, vous subissez. Si nous sommes en relation que vous me laissez le guide, je guide. Tant qu'on a de bons résultats, et le bon résultat, ça commence par moi. Tant que je suis épanoui, je continue et je poursuis. Mais si vous installez, c'est pour ça que j'ai dit au départ, tout est parti ou tout part de la base de la relation. Si vous n'avez pas de base saine, si vous n'avez pas instauré les limites au départ, alors vous allez vivre une relation pourrie. Mais toute relation ne te démarre-t-elle pas par une base saine? C'est en cours de route, peut-être que les choses commencent par dégringoler ou bien à changer, etc. Est-ce que toute relation ne démarre pas par une base saine? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Voilà, on a parlé peut-être de manipulateurs ou de personnes dépourvues d'empathie. On dira quelqu'un qui ne respecte peut-être pas les lois sociales, qui s'en fout pas mal de vos émotions, qui ne pense qu'à lui, son épanouissement, point final, il ne va pas venir chercher votre bonheur. Eh bien, quand il voit que chez vous, il peut prendre quelque chose et voilà, qu'il se met en relation... à un moment donné, il a constaté qu'il peut prendre le dessus. En réalité, vous l'avez laissé faire. Il se met en relation. Lui, il établit une base. Il a établi un contact. Une partie de la base de la relation. Maintenant, si vous lui donnez totalement la main, parce que vous aussi, vous êtes peut-être en quête de relation, vous établissez ensemble une base, mais qui n'est pas saine. Et quand c'est comme ça, ça va être difficile pour vous de vous exprimer après. Et en face de ces gens de personnes, on s'en sort qu'en démissionnant, c'est-à-dire en mettant fin à la relation, en rompant les liens. Ce n'est que ça. Mais malheureusement, les personnalités en face, pour ne pas dire les personnes en face, fut-elle fortement ou bien à dominance dépendante ou évitante, elles vont rester dans la relation pour dire, entre guillemets, je fuis le conflit. Je ne veux pas l'affronter, etc. Et donc, vous allez voir ces personnes-là qui vont être dans une relation très toxique, mais qui ne vont pas se gêner, qui vont à la limite se plaindre, mais ne vont pas aller chercher de l'aide pour sortir, ne vont pas chercher les moyens personnels pour pouvoir éviter ou trouver solution au sein de la relation. Et quand c'est comme ça, il faut vraiment désespérer. les aider. Ouais. Oui. Voilà. Maintenant, Monsieur Vieux, concentrons-nous d'abord sur le bourreau avant d'en venir à la victime. La victime, c'est un cas à part, mais le bourreau, lui, est-ce qu'il arrive qu'il mette fin à cette envie de tout prendre et de ne rien donner? C'est comme ça, moi, je comprends son attitude de toxicité. Est-ce que ce n'est pas volonté qui va mettre fin? Ce n'est pas sûr. Puisque en réalité, lui-même qui pose l'acte, son comportement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être une souffrance ou une frustration d'enfance que lui-même traîne. C'est pourquoi je parlais au début qu'il est malade. Quelqu'un qui est doué dans le mensonge et qui ment, donc dans une relation, il doit mentir. Pensez-vous que du jour au lendemain, il peut cesser de mentir par volonté? Ce n'est pas sûr. Monsieur, je pense que monsieur Ali Ronou a dit tout à l'heure que quand on prend quelqu'un qui a d'une personnalité difficile et qui contrôle l'autre peut-être,
il ne peut pas prendre, il ne peut pas accepter ou par volonté cesser de contrôler l'autre parce qu'en réalité, il en tire profit. Ok. Et celui qui est dans cette relation toxique avec l'autre va pouvoir continuer et tirer toujours profit de l'autre parce que l'autre ne réagit pas. Ok. Donc, ce n'est pas de sa volonté d'arrêter de manipuler l'autre, mais c'est un intérêt parce qu'en réalité, son intérêt est en jeu. Il va faire à l'autre ce que lui veut et l'autre ne trouve aucun intérêt dans cette relation. Ah ben ça, c'est une domination non limite en réalité. C'est une domination non limite. Moi, à mon avis. D'accord. Maintenant, celui qui le fait en a conscience, si la victime, on va revenir là-dessus, mais celui qui le fait en a bien conscience, lui au moins dans la relation. On a bien conscience, je dirais non. Ah. Si je suppose au départ qu'il y a une pathologie en lui, si je suppose qu'il est malade, ça veut dire qu'il n'est pas conscient réellement de ce qu'il pose comme acte. Ça veut dire qu'en réalité, lui-même, il a une souffrance en lui qu'il traîne depuis la base, qui n'a pas été guérie. Et il conduit l'autre dans la même souffrance. Par exemple, celui qui est dépendant de l'autre, le manipulateur, lui, il est content d'avoir quelqu'un qui dépend de lui. Là, ça fait deux aveugles dans un même bateau là, qui conduit finalement le bateau. Si je comprends bien, le bourreau n'est pas... Lui ne se voit pas malade. Oui. Vous voyez? Mais la victime, en réalité, à un moment donné, sera étouffée, épuisée. Épuisée, oui. Et les plaintes viendront de lui. De la victime. Normalement. Ok, d'accord. Oui, Nadège. Monsieur, peut-être... Ou bien vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si vous permettez. C'est juste que il peut arriver que les deux individus soient mal à l'aise, inconfortables dans cette relation. Il peut arriver que ce soit les deux, comme il peut arriver, comme on l'explique, que ce soit une personne qui subisse. Dans ce cas-là, oui, celui qu'on va appeler ici bourreau, peut-être de façon naturelle ne se rend pas compte, parce que c'est son mode de fonctionnement. C'est comme ça que lui, il fonctionne. Et dans ce cas, c'est à la victime de dire « je suis mal à l'aise dedans ». Lui, il aura peut-être pour argument, elle était mal à l'aise, je parle bien de la victime, elle était mal à l'aise, mais elle n'a jamais signalé, elle n'a jamais fait savoir. Donc, je ne pouvais pas savoir que ça ne lui... elle était inconfortable dans cette relation. Là encore, c'est que vous aviez un bourreau, entre guillemets, encore stable. Donc, quand le dialogue est établi, il prend conscience peut-être et puis on redéfinit les bases, on change. Mais lorsque vous aviez quelqu'un qui ne fonctionne que comme ça, voilà, vous voyez, ce que je dis, c'est que vous tombez sur une personnalité perverse narcissique, par exemple, tant que cette perversité narcissique n'est pas pathologique, elle va fonctionner, vous allez souffrir dans la relation avec elle. Ou vous allez souffrir si vous ne définissez pas clairement les bases. Je m'explique bien. Tant que sa perversité narcissique n'est pas pathologique, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui, entre guillemets, déclenché, cliqué. Quelle que soit la relation, sa relation saine va vous faire souffrir. Sa relation saine va vous faire souffrir. Okay. Mais on vit avec quand on définit les bases au départ. Quand on le fait savoir, attention, si ça part comme ça, toi tu peux tenir, mais moi non. Non, il faudrait qu'on soit comme ça. Vous arrivez à vous adapter. Et comme ça, il trouve ses faiblesses, il trouve ses forces en vous. Et vous êtes complémentaires. Mais lorsque vous n'arrivez pas à faire ça, ou que vous n'acceptez pas ça, lui-même va souffrir de cette relation. Okay. Donc ça va être compliqué. Maintenant, lorsque vous êtes en face d'une personnalité perverse narcissique malade, ne lui demandez pas de s'adapter. C'est soit vous qui vous adaptez,
soit foutez-lui le camp, il va trouver une autre victime. Une autre victime, Donc ouais. c'est plus ou moins, je ne sais pas si on arrive à expliquer ça comme ça. Oui, je pense que les deux idées Voilà. sont dans le même sens et ça se fait un peu plus précis. Maintenant, on va parler de la victime cette fois-ci. La question, avant que vous n'abordez votre question, Nadège, je vais commencer par demander à André pourquoi parfois la victime ne s'en rend même pas compte. Et elle exclut même toute personne qui essaie de lui dire, mais ma chère, le gars t'épuise, ou bien ton ami t'épuise, ton frère t'épuise, c'est toujours toi qui donnes tout. Pourquoi elle ne s'en rend pas compte? Parfois, même ces victimes-là sont capables de s'éloigner de leur famille, de toute personne qui essaie de leur faire prendre conscience que, ben voilà, ce truc-là, ça ne marchera pas, on prend tout de toi, on ne donne jamais rien. Lorsqu'elle s'éloigne des amis, des familles, des collègues, ce n'est rien d'autre que l'expression pure et simple de leur souffrance. Vraiment la Mais souffrance. quand on souffre, on cherche une solution. Et on t'apporte la solution, mais toi tu t'éloignes. J'en viens. Vous n'apportez pas la solution, malheureusement. Je crois que dans ce cas, on est plus dans l'accusation. On veut lui faire comprendre, voilà, en fait, tu te fais mal. C'est souvent on l'accuse. Donc, vous savez, ici, c'est, j'ai envie de dire, deux personnalités qui se rencontrent. Autant le bourreau, ce qu'on appelle ici, bourreau, a sa personnalité, autant ce qu'on va appeler victime aussi a sa personnalité. Et ça joue énormément. Ça joue énormément dans la mesure où vous voyez quelqu'un, par exemple, qui est resté toute son enfance en marque d'affection, qui n'a jamais vécu dans un environnement parental ou familial sécurisé, où on lui apprend à s'exprimer et à s'extérioriser, à dire ses opinions, à s'affirmer, où on lui apprend à quand même contribuer de façon à s'épanouir personnellement au sein de la relation, où c'est une personne qui décide, tout le monde s'allonge. Vous n'allez pas venir demander à cette personne au soir ou au beau milieu de sa vie là de dire bon, redeviens celui que moi je suis. Vous voyez, on a des parcours différents. Oui. Et donc, quand on regarde les traits de caractère, l'alignement, j'ai envie de dire, le comportement tout simplement de la victime, on essaie de s'adapter sur ça pour quand même l'aider. Dans ce cas, c'est juste l'aide qu'il faut. Il faut l'amener à demander de l'aide et à l'accompagner. Donc, oui, la personnalité de la victime va jouer autant que la personnalité du bourreau joue. Donc, le fait d'aller vers l'aide dépendra de qui il est, de qui elle est, et le fait d'accepter l'aide qui vient dépendra de qui il est, de qui elle est. Certains, oui, ça va nous étonner. On a parlé de suicide la dernière fois. Certains vont aller jusqu'à se suicider parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et certains vont fermer la porte à tout et penser que vous les aviez abandonnés dans leur monde, dans leur souffrance. Certains vont se laisser totalement, ou mieux encore, ce qui est encore plus grave, c'est que d'autres vont essayer de vivre comme la relation l'impose. De façon toxique, je prends un truc simple, c'est que lorsque il n'y a pas de dispute dans le couple, où elle n'est pas battue, elle n'est pas à l'aise. Il faut quand même qu'elle amène, je parle de la victime, il faut qu'elle amène la discussion jusqu'au coup pour qu'on se ressaisisse. C'est-à-dire le fait de vivre, et si elle vit assez longtemps dans un mode de relation toxique, elle va finir par s'adapter à ce mode-là. On s'adapte. Un type de personnalité s'adapte se donne à ça. Et ça, c'est accepter de souffrir soi-même. En fait, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, je cherche les mots parce que j'évite d'employer certains thèmes qui vont amener nos téléspectateurs à vouloir étiqueter. Ok. Il faudrait juste comprendre tout simplement que lorsque je suis dans une relation toxique, dans laquelle je ne me sens pas bien, une relation inconfortable, où je ne m'exprime pas, je n'arrive pas à m'exprimer, qui vraiment crée en moi de la souffrance. Quand je parle d'adaptation ici,
on trouve des raisons pour continuer par Pour rester. rester dedans. Exemple simple, chez nous ici souvent on dit vieux tout. Les mamans, elles sont dans une relation où, parce que ici l'agressivité ou la souffrance n'est pas que physique. Elle est psychologique, elle est morale, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle et tout ça. Donc, elle est dedans, elle est dans cette relation. Et elle n'arrive même pas, elle-même n'existe plus. Mais parce qu'on a 2 enfants, on a 3 enfants, on a un enfant, qui sont d'ailleurs assez déjà grands, elle dira, c'est à cause de mes enfants que je suis là. Quand vous allez chercher à comprendre et que vous allez creuser, vous allez voir que, en fait, elle a fini par ouvrir au bourreau un portail sur sa vie, au point où elle n'envisage même plus fermer, parce que fermer ce portail va être pour elle un manque qu'elle ne pourra jamais combler. En fait, c'est lui qui va combler ce vide. En fait, elle s'est adaptée en réalité à cette souffrance, en fait, cette souffrance à tel point qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle souffre en réalité, mais pour elle, c'est la norme. Hein. Au finish, c'est comme ça une vie. Non, elle peut se rendre compte. Elle peut se rendre compte, mais elle ne trouve pas le... Comment dire comment combler le vide si elle partait? L'équivalent qui va venir lui permettre de pouvoir fermer cette porte-là. Parce que autour d'elle, rien ne la rassure que les sangs. Donc, autant souffrir, garder sa souffrance, que rester seul. Wow. D'accord. Monsieur Viwegni, je suis à vous maintenant sur cette question. Comment vous pouvez expliquer l'inconscience parfois de la victime de cette situation? Je pense que tout dépend de l'éducation que la victime a reçue déjà dès l'enfance. Parce que, vous voyez, lorsque monsieur Henri l'a dit tout à l'heure, lorsque vous avez quelqu'un qui manque d'estime de soi, qui n'a pas confiance en lui, qui est tout le temps méfiant, dans cette relation, il est obligé de subir. Il est obligé de subir. L'autre agit, lui, il va subir. Si il est conscient ou peut-être il a été aidé par quelqu'un, alors déjà dès le départ de cette relation, il peut mettre déjà des limites à la relation. Okay. Et le partenaire doit savoir, quand le partenaire pose certains pas, il doit pouvoir lui dire, ça ne marche pas avec moi. Et là, il pouvait vivre dans cette relation sans avoir trop de difficultés. Si aussi, je suppose que c'est des conjoints qui sont ensemble. Et il y a une relation toxique dans le couple. Si c'est la femme, peut-être l'homme, l'un des partenaires ne peut pas se lever un jour et dire, bon, je finis avec vous. Monsieur Holou l'a dit tout à l'heure. Ali Holou l'a dit tout à l'heure, vous m'excusez. Ali Holou l'a dit tout à l'heure. À cause de mes enfants, je ne bouge pas. Mais derrière, à cause de mes enfants, il y a toute une souffrance. Cette souffrance, l'origine réelle de la souffrance, c'est l'éducation de base. Quelle est l'éducation que la victime a reçue de ses propres parents? Si déjà, avec les parents, il a été brimé, élevé, ou dressé, comme on le dit, c'est un dressage, ou peut-être il a un parent nourricier qui ne dit rien. Dans cette relation, il sera obligé d'être codépendant, c'est-à-dire il dépend de l'autre, et finalement il va commencer par peut-être copier et s'adapter. S'adapter à cette relation pour qu'ils puissent quand même vivre ensemble et sauvegarder ce qui est sauvegardable, si on peut le dire comme maintenant, ça. Si il est quelqu'un de conscient, et je suppose que ce n'est pas un couple, ce n'est pas une relation conjugale, on peut mettre fin, comme M. Aliko l'a tout à l'heure. Oui, on peut mettre fin, pour être quand même à l'aise, puisqu'en réalité, nous ne vivons pas pour l'autre, nous vivons pour nous-mêmes.
alors nous devons chercher par quels moyens nous devons être à l'aise nous-mêmes. En amitié, c'est facile, mais quand c'est une relation fraternelle, un amour fraternel entre frères et sœurs, ça va être complexe de mettre fin à ça. Hein? Ah bon? Ah, C'est pas sûr. Ça va être complexe. Mais... ça va être complexe pour moi, parce que c'est mon frère. Je pense que c'est tu là peux que t'en c'est éloigner. C'est plus facile. Tu peux t'en éloigner. Ah bon? Les deux relations, pour ne pas dire toutes, hein, elles sont souvent très faciles à mettre. En fait, la difficulté se trouve dans la prise de décision. Que ce soit quand c'est professionnel, que vous êtes en face d'un patron purement toxique, démissionnez. Cherchez Oui, ailleurs. cela me semble... Si c'est un collègue qui vous fait souffrir dans la relation, plaignez-vous à la hiérarchie et rétablissez les choses. Restez dans une relation purement professionnelle. Affirmez-vous dans les lois et dans la limite des lois de l'entreprise. Il faut pouvoir rester professionnel. Quand c'est dans le couple, vous êtes moitié-moitié qui font un. Donc, ce n'est pas moitié plus 1, plus moitié moins 2 qui font 1. Non, ce n'est pas ça. C'est moitié-moitié qui font 1. Donc, si vous n'établissez pas cette règle-là dans toutes les sphères de votre relation de couple, vous allez en souffrir. La personne qui accepte perdre une part de sa moitié accepte subir l'autre, puisque vous devez faire 1. Donc, si vous perdez un peu, l'autre le récupère. Donc, c'est à vous de prendre la décision, en fait. Dans la famille, et surtout là, moi, je pense, et ça, c'est personnel. Là, c'est compliqué, là, c'est encore plus facile et très, très facile pour moi, parce que dans la relation familiale, vous n'êtes pas censé pouvoir avoir d'égard à vous exprimer. Si vous ne vous exprimez pas dans votre famille, vous n'allez pas vous exprimer dehors. Il faut pouvoir dire à votre frère, à votre soeur, à votre cousin et autres, eh bien, écoute, ça ne marche pas comme ça. Mais si vous n'arrivez pas à le dire là-bas, écoutez, ça va. Donc, le dire, est-ce que le dire est le problème? On peut s'exprimer. Vous avez dit, c'est la prise de décision qui est compliquée. On peut prendre la décision de l'exprimer, mais la réaction ou bien le résultat attendu n'est pas voilà le comme piège. ça. C'est le piège, ça. Parce que vous pensez qu'aux autres. Pensez qu'aux autres. La relation est toxique lorsque vous vous sentez mal. On n'a pas dit lorsque l'entourage vient vous dire tu te sens mal dedans. Hein. Lorsque vous sentez mal, lorsque vous n'êtes plus à l'aise. Alors pourquoi vous voulez considérer ce que les gens vont dire avant de prendre votre décision? Vous voyez, chaque fois qu'on va en Afrique, la famille n'est-elle plus sacrée? C'est mon frère. Ça dépend de la toxicité de la relation, hein, la pourriture de la relation, si je peux le dire comme ça. Mais si je le dis, le frère n'arrête pas, je vais couper court et disparaître, m'éloigner totalement de mon frère. Non, il y a quand même, vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Vous savez, il faut aussi adapter à l'environnement, aux individus en présence. C'est mon frère qui le fait, papa est encore là, ou maman est encore là, peut-être c'est pas lui l'aîné, il y a l'aîné qui est là, il y a la grande soeur qui est là, etc. Il faut trouver une certaine médiation dans cette relation et je dis quelque chose qui nous arrive souvent. Voilà, c'est mon petit frère que je prends chez moi, ou ma petite soeur que je prends chez moi, le temps de l'aider pour que lui aussi finisse ses études, et c'est lui qui vient pourrir ma relation de couple ou de famille qui vraiment me met très mal dans ma relation. D'abord avec lui, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de fraternité, ça arrive souvent. Mais quand c'est comme ça, faites asseoir votre frère, votre soeur un bon matin et dites-lui les 4 vérités. Et si ça ne va pas, appeler un autre membre de la famille pour pouvoir en parler. Maintenant, quand vous laissez, que vous dites, si j'ai dit quelque chose, on va dire... Souvent, ce qui arrive, c'est le beau-frère qui souffre dans cette situation. Lui, parce que c'est lui qui il va rester là, c'est la belle famille, etc. Ça va avoir des... Mais on ne parle pas d'ailleurs, on parle de là. La belle famille, votre beau-frère est dans votre couple, est dans votre famille. Prenez vos responsabilités. S'il faut que vous discutez avec votre époux ou votre épouse pour le ramener à l'ordre, ou que c'est vous, le chef de famille ou la patronne de la maison, vous prenez vos responsabilités. Dans ma cuisine, ça ne se passe pas comme ça. Chez moi, ça c'est pas comme ça se passe. Tu fais ci ou tu fais... Il faut prendre quelque part la responsabilité. C'est ça qui est difficile.
Et quand on va considérer les candidats, ça va être difficile. Nadège, vos questions à M. Viwani. Oui, j'ai une question pour M. Viwani. Tout à l'heure... Viwani, Viwani, pardon. C'est important. M. Viwani, voilà. Tout à l'heure, dans ses expressions, en s'exprimant plutôt, il a évoqué le cas de bourreau qui peut-être a vécu une situation une situation qui l'a ramené dans un état difficile et à se comporter ainsi, dans lequel lui-même il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'il n'a pas une possibilité pour la victime, elle qui le connaissait déjà ou bien qui ne l'a pas connu ainsi, à amener à un moment donné à prendre conscience de ce qui se passe réellement dans le couple? Oui, il y a possibilité. Si la victime connaît celui qu'il a en face, et s'il arrive à déterminer de quelle personnalité il est, elle va pouvoir, puisque c'est la victime, elle va pouvoir l'aider dans ce qu'il entraîne comme tard. Si vous connaissez votre partenaire, qu'il est de telle personnalité, alors vous allez vous préparer en conséquence. Premièrement, quelles sont moi mes limites par rapport à dans cette relation? Et lorsque mon partenaire pose tel acte, je lui dirai, ça ne marche pas avec moi. Mais en même temps, je lui porterai des aides. Si il arrivait que j'ai un partenaire qui est très rigide, ou un partenaire qui est très dur, je sais pas, très rigide, alors dans mes relations, dans nos échanges, dans la communication, je dois pouvoir quand même l'aider à comprendre que dans telle relation, si vous êtes très dur, ça ne marchera pas. Je dois pouvoir quand même amener à comprendre que lorsqu'on est très dur, on n'arrive pas à se comprendre parce que nous ne partageons pas les mêmes idées. Lorsque vous parlez, votre manière de faire m'influence. Je n'arrive pas à m'exprimer, à dire ce que je pense parce que vous parlez trop avec autorité. Je n'arrive pas à dire réellement ce que je ressens pour vous lorsque nous faisons des débats. Et si parfois c'est peut-être ses parents, c'est-à-dire il a eu une éducation de base avec un parent normatif, je dois pouvoir comprendre, savoir que en réalité l'origine de son mal c'est là. Et la victime doit pouvoir se mettre un peu dans la peau du bourreau pour savoir que tout ce qu'il pose comme acte en réalité ne dépend pas de lui. Donc, supporter et l'aider à changer. Mais une question est essentielle. Est-ce que je peux changer l'autre? Non, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le changer. Donc, la victime doit mettre en tête que elle ne peut pas changer son partenaire. Elle peut l'aider, mais elle ne peut pas changer. Maintenant, elle peut aussi l'aider à comprendre qu'il y a des gens, des spécialistes, qui peuvent l'aider dans la démarche pour qu'il puisse se retrouver. Mais mettre en tête que je vais changer mon partenaire, elle ne pourra pas. Mais elle peut l'aider dans la mesure que la relation quand même soit une relation vivable. D'accord. C'est bon, Nadège? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que c'est pas aussi, ça c'est pour vous deux, est-ce que c'est pas aussi, on va commencer par vous, l'environnement qui favorise ces genres de relations-là? L'environnement, je ne pense pas trop. L'environnement, je dirais, si l'environnement favorise cette relation, la personne peut-être, à mon avis,
bon, peut-être elle s'est laissée conduire peut-être par d'autres, par l'entourage. Sinon, en réalité, si l'environnement va me conduire à mener une relation toxique, c'est que j'ai peut-être une base qui me permette d'être ouvert aussi peut-être dans cette relation. Sinon, si je reçois une éducation de base solide, une éducation de base qui me permet d'être en harmonie avec mes frères et sœurs, d'être en harmonie avec mon entourage, je ne pense pas que l'entourage peut m'entraîner dans une relation toxique. Je suppose que j'ai des amis avec qui je collabore, et parmi ces amis, il y a un qui me pourrit la vie. Je ne peux pas quand même me permettre de le suivre, puisque en réalité, il est aussi dans l'environnement avec moi. Mais je dois pouvoir faire le discernement, faire la part des choses. Si son comportement ne va pas avec mon comportement et perturbe notre relation, alors je me sépare simplement de lui. Et je m'attache aux autres. Ok, d'accord. Je reviendrai tout à l'heure à vous. Oui, André, l'environnement peut-il être la cause de cette relation, de cette toxicité de la relation? Oui et non. Bon, commençons d'abord par le... Pas le nom. Pas le nom. Oui et non, dans la mesure où ça va être trop facile de se laisser dire c'est l'environnement qui cette toxicité. Et souvent, c'est l'explication qu'on a et qu'on se donne facilement. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout pour les parents, à cause de ma situation, qui ne que ce conçoit soit pas qu'à cause de professionnel, si je laisse ce boulot, est-ce que je vais encore pouvoir trouver quelque chose? J'ai des charges à payer, et les enfants sont, etc., etc. On a tellement d'explications et puis on se plombe, on reste. Et malheureusement, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas du tout être ça, parce qu'ici, on parle de relations toxiques. Et c'est d'abord, on dit c'est un lien entre deux individus. C'est une relation entre deux individus. Donc, il faudrait que vous pensiez, il faut qu'on se mette sur le mot de, on dit c'est toxique lorsque vous vous sentez inconfortable. Lorsque vous deux, vous êtes mal à l'aise. Lorsqu'il y a de la souffrance, cette relation génère la souffrance pour vous, sur tous les plans. Donc, oui, pour répondre à cette question, si vous souffrez, ce n'est pas l'environnement qui souffre. Donc, si vous prenez les regards, les propos ou le candidat environnemental pour prendre votre décision, vous allez continuer par souffrir jusqu'à mourir dans la souffrance. Donc, ça, et au finish, c'est l'environnement qui vous dira à votre mort, il a fait le con. Ça, le jour de votre enterrement, on viendra dire, ben, pourtant, il aurait pu partir. Hein. Ah, le monsieur ou la dame là l'a fait souffrir, etc. C'est les mêmes qui vous ont empêché de sortir. Peut-être, donc, il faudrait éviter de dire environnement et penser à soi. Est-ce que vous êtes épanoui? Si vous n'êtes pas épanoui, pensez à vous et prenez la décision. On dira, oui, l'environnement, dans la mesure où vous prenez ça comme un prétexte pour continuer par rester dedans, pour continuer par souffrir. Ok, sinon au départ c'est un non catégorique, mais ça devient oui quand vous prétestez l'environnement. Voilà. L'environnement ne va jamais venir vous imposer une relation toxique. L'environnement ne va jamais venir vous imposer une relation toxique. On craint le regard comme vous le dites. Parce que la relation toxique, c'est entre vous. Je prends un exemple. Je reviens toujours sur l'exemple de relations toxiques. Vous dites aide-nous parce que peut-être ça va un peu, ton frère va venir chez toi, on va t'aider, etc. à un moment. Et puis voilà, mais la relation, ce n'est pas l'aide que vos parents ont demandé pour que vous puissiez accompagner votre frère qui vient s'installer chez vous, ou votre soeur, qui vous pourrit la vie, ou vous n'avez plus, et qui vous affronte à tout moment. Ce n'est pas l'aide des parents qui vous impose de vivre cette relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que j'ai dit oui à papa, voilà, il était jeune quand papa est décédé, donc il faut... Non, ce n'est pas ça. La relation, c'est entre votre frère et vous. Votre beau-frère, votre belle-sœur et vous. Donc, ou à votre belle-mère et vous. C'est là qu'il faut régler. Il
faut pas dire, bon, comme c'est, si on prend ces considérations, c'est vite fait d'argumenter, de laisser couler, de souffrir, mais acceptons et comprenons que c'est nous qui souffrons. Et encore, malheureusement, c'est nous qui devons prendre la décision. D'accord. On va continuer avec M. Viwenyi pour cette question à 10 000 francs. Qu'est-ce qui retient dans une relation toxique? Qu'est-ce qui retient? Oui, qu'est-ce qui retient? Bon, comme on a caricaturé victime et bourreau, qu'est-ce qui retient la victime dans cette toxicité pour l'empêcher de quitter? Oui, parce qu'il y en a qui vivent très longtemps, et je vais vous demander tout à l'heure le déclic, mais qu'est-ce qui retient? Ce qui retient la victime, à mon avis, c'est son manque d'estime de soi. C'est son manque d'estime de soi. Il n'a pas confiance en lui. Et puisqu'il n'a pas confiance en lui, il ne dépend que de l'autre. Il a peur peut-être de rompre. Et quand il va rompre, alors quelle est la suite de cette relation? Parce qu'en réalité, elle est victime, mais peut-être, elle a aussi peut-être des intérêts dans cette relation, mais des intérêts en réalité qui ne le profitent pas. Ne l'avantage pas, d'accord. Mais elle est inconsciente de ce qu'elle tire comme bénéfice qui en réalité n'est pas bénéfique pour lui. Donc, ce manque de confiance en soi l'empêche plutôt de quitter la relation, mais de rester pour bénéficier de la décision des autres peut-être. Je suppose qu'il est en relation avec quelqu'un et la victime a du mal à prendre des décisions dans sa vie et que à tout moment, il demande à l'autre qu'est-ce que tu penses de ceci et je veux faire telle chose, qu'est-ce que tu penses de ceci? Malgré sa souffrance dans cette relation, elle va continuer quand même à militer pour la relation parce qu'elle ne peut pas prendre de décision, elle est indécise. Donc, le manque de confiance en soi peut amener la victime à demeurer dans la relation. Manque de confiance en soi. Mais quand on est dans une relation, même si elle est amicale, c'est un épanouissement qui est recherché, normalement. Mais on peut manquer de confiance jusqu'à se laisser prendre par cela. Waouh! Oui, hein? C'est purement psychologique. Hein? C'est purement psychologique. Peut-être parce que moi, je n'ai pas vécu. Je ne comprends pas en réalité. C'est pour ça que je pose la question. Nadège, vous avez une idée? Oui. Oui, je dirais beaucoup plus, c'est peut-être la peur, comme l'a dit M. Viwenyi, que c'est peut-être le manque de confiance en soi. Parce qu'à un moment donné, tu te demandes, est-ce qu'il faudrait recommencer à zéro? Comment ça va se passer? Quand je vais partir maintenant, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je serai plus à l'aise? Comment ça serait sans lui? Ou bien dans le même temps, tu penses aussi au bourreau, tu te demandes si je pars, comment il sera? Voilà, un truc comme ça. Est-ce que c'est pas... Là, tu te mets dans la peau de l'infirmière. Le syndrome de l'infirmière dont on a parlé, oui. Donc, je pense beaucoup plus que c'est totalement psychologique et que c'est à ce niveau-là que les gens n'ont pas ce déclic de pouvoir partir. Mais aussi, il y a à ajouter, en plus du manque de confiance qui est totalement central, il y a des personnes, quand vous tombez sur des personnes qui sont en quête d'amour, d'affection, de façon obsessionnelle et pathologique, vous voyez, ça va être difficile de sortir lorsque elles pensent que malgré tout, il m'aime. Il fait tout ça, mais il m'aime. C'est elle qui décide que derrière tout ça, il y a de l'amour. Donc, quand ce n'est que ça que je cherche et que je pense de toute ma vie, j'ai ça auprès de lui, ou ça a été tellement laborieux d'arriver à avoir lui son affection ou son amour, vous voyez, ça va être difficile de lâcher cette bonne, j'ai envie de dire, ce pain béni et d'aller ailleurs. Oui, quand vous mettez, Angèle, quand tu te mets dans la logique de toi, tu t'exprimes,
Quand ça ne va pas tout de suite, tu sonnes, et quand ça ne va pas, si on ne veut pas comprendre, bon, on cherche la solution, et l'une des solutions, c'est se séparer, ou ensemble, on trouve solution. Et on essaie de s'adapter. Ici, j'ai envie de rappeler, quand on parle de relations toxiques, ne voyons pas victime pour la personne qu'on fait souffrir uniquement. La victime, c'est celui qui porte la souffrance du couple. Celui qui extériorise cette souffrance du couple. On a expliqué au départ, les deux souffrent. Oui. Les deux souffrent. Et de la même manière, les deux souffrent. De la même manière, les deux sont responsables de la toxicité de cette relation. Mais la souffrance, elle est différente. C'est ce que L'un j'ai dit. souffre sans s'en rendre compte. On n'extériorise pas sa souffrance, mais on verra plus visible la souffrance chez une personne. Et oui, cette personne, quelque part, il faut pas... Parce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent que c'est pas ce que nous, ici, on a appelé bourreau, victime, c'est pas ce qu'on a appelé bourreau qu'il faut commencer par attaquer, affronter pour dire, voilà, c'est lui le méchant, c'est le mauvais. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que nous, on a appelé victime ici, qu'il faut dire, ben, tu es trop faible, tu n'arrives pas à prendre des décisions. C'est pas ça. Il faut comprendre que les deux ont leur part de responsabilité dans la toxicité. Donc, l'une des solutions, c'est de s'asseoir et de mettre, je vais dire, la relation sur tapis et de voir quelle est ma part de responsabilité dans cette histoire, quelle est ma part, et chacun prend ses responsabilités. Au pire des cas, de voir, en prenant les responsabilités, est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que ça me profite? Dans mon intérêt, je ne vais pas prendre de responsabilité dans l'intérêt de l'autre. Je prends les responsabilités dans mon intérêt. Et quand je vois que mon intérêt est menacé, ma quiétude est menacée, mon épanouissement n'est pas garanti, n'est pas sécurisé, alors l'une des solutions, c'est de mettre fin à cette relation pour mieux avoir d'autres relations. S'enfermer dans une relation toxique, c'est se tuer à petit feu. Et puis voilà, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Tel que vous le dépeignez, c'est presque dans toutes nos relations quotidiennes. Bon, les plus graves existent, mais tel que vous dépeignez la chose, moi j'ai comme l'impression que c'est dans presque nos relations quotidiennes. C'est là que c'est intéressant. En fait, on a l'impression, oui, si on veut regarder la chose de façon, j'ai envie de dire, logique, pratique, c'est dans toutes les relations et au quotidien. Maintenant, c'est un peu comme on explique souvent, vous allez voir que quand on explique les caractères, les comportements, c'est ce qu'on fait toujours qui devient pathologique, dans la mesure où ça devient un handicap pour vous-même et pour l'autre. Donc oui, toutes nos relations, il y a des difficultés, il y a des conflits. Sinon, ce n'est pas relation. Maintenant, si vous avez des mécanismes, vous avez des outils, des moyens dans le couple pour passer ces conflits, vous n'êtes pas dans une relation toxique. Mais lorsque vous refusez d'adapter ou de solutionner les conflits qui naissent et que c'est une seule personne qui porte les conflits, là, ça devient difficile. Ça devient toxique. Parce que là, ça handicape l'autre, ça le rend malade et ça l'empêche d'être lui. Là, ça devient pathologique, ça devient toxique. D'accord. Alors, nous allons faire un petit tour à la régie cette fois-ci maintenant, donc pour notre pause et suivre Coach Amédée poser sur la question. Allez, on respire un peu avec cet élément et puis on revient pour la seconde partie de cette émission. On va parler dans la seconde partie du déclic, des signes et comment reprendre ces marques pour s'affirmer. Allez, à tout de suite. Alors, vous nous avez confié avoir vécu dans une relation toxique pendant 17 ans, on n'a que 15 minutes. Dites-nous pendant quelques minutes comment ça s'est passé concrètement. Merci. Et j'avoue qu'à l'époque, j'étais très jeune, je l'avoue, je venais à peine d'avoir le bac. Et je suis entrée dans la relation vraiment sans y avoir été vraiment préparée, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs. J'y suis entrée parce que je voulais fuir l'ambiance familiale qui n'était pas trop au top à l'époque. Et j'ai voulu régler un problème et j'en ai créé un autre. Donc je suis entrée dans la relation et puis du jour au lendemain, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas en fait
ça ne correspondait plus à mes aspirations, à mes projets de vie. Mais puisque, à un moment donné, il y a eu un enfant qui est né dedans, j'ai dit, bon, je vais y rester parce que dans ma vision, je ne me voyais pas entrer dans une relation, faire des enfants, en sortir et encore entrer dans une autre relation. Ce n'était pas ça mon objectif de vie. Donc, je me suis dit, j'y reste, advienne que pourra. Et c'est ça qui a fait que je suis restée dedans pendant longtemps. Parce que je me disais que du jour au lendemain, ça allait s'arranger, les choses allaient s'arranger. Mais à chaque fois, ça ne faisait que s'empirer. Et avec le temps, le nombre d'enfants aussi a augmenté. Et du coup, je me suis retrouvée dans cet engrenage-là. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. J'ai été véritablement brisée. Parce que c'était chaque fois les violences verbales, physiques, émotionnelles, psychologiques, tout et tout. Quand vous dites physique, c'était des coups, c'est ça? Oui, c'était des coups. Et donc, il fallait que je puisse me retrouver en tant qu'être humain, retrouver mon estime de soi, retrouver ma confiance en soi, retrouver ma dignité en tant que femme. Et à un moment donné, il a fallu que je prenne la décision d'en sortir, puisque c'était à un tel niveau que si je ne sortais pas de là, soit je perdais ma vie et je perdais aussi mes enfants. Mais 17 ans, c'était long. Est-ce que ce que moi j'appelle Anne Griffe Bourreau savait qu'il était toxique dans cette relation-là? En fait, lui, dans son rôle, est-ce qu'il se considérait en tant que bourreau? Pas forcément. Pour lui, c'est qu'il était dans son rôle, quoi. Dans son rôle. Et puis, moi, de l'autre côté, j'étais la victime. Et j'avoue que, bon, c'est juste une expérience. Aujourd'hui, pour avoir traversé tout ça, pour avoir vécu tout ça, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans cette situation à se retrouver, parce que ça a été juste une expérience. Pour moi, c'est une expérience. Je prends ça comme une expérience de vie. Oui. Et c'est aussi mon leitmotiv. C'est ça qui m'a permis plus tard d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui m'a fait comprendre en réalité qu'il faut que je me lance dans un domaine où ma voix porte, où ma voix accompagne, où ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai emmagasiné, je sois en mesure de transmettre aux autres pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'eux-mêmes puissent renaître, redécouvrir leur véritable être intérieur. D'accord, mais qu'est-ce qui vous a maintenu dedans alors concrètement? Oui, c'est les enfants. Vous savez, nous sommes dans une société où quand tu es une femme et que tu as des enfants issus d'un premier lit, c'est difficile de pouvoir entrer dans un autre lit après, d'entrer dans une autre relation après où tu as déjà des enfants, on te dit d'aller déposer les enfants dans leur famille avant de venir entrer dans la nouvelle famille. Et donc, du coup, la société stigmatise les femmes qui sont dans cette situation-là. Et ça fait que moi, déjà très tôt, j'ai dit, mais je ne veux pas amener mes enfants dans un autre mariage et je verrai la belle famille en train de maltraiter mes enfants, en train de ne pas s'en occuper comme je l'aurais souhaité. Et du coup, ça fait que je suis restée longtemps dans la relation. J'ai dit, mais pour mes enfants, j'accepte tout, je supporte tout, avec l'espoir que les choses vont changer. Mais ça ne faisait que s'empirer. Et le déclic qui a fait que, à un moment donné, j'ai dit, là, ça suffit. C'est quand j'ai eu la grossesse de mon 4e enfant, où j'ai été sujette à une violence physique de la part de son père. Je me souviens, à l'époque, c'était en pleine nuit. Et je me suis retrouvée en train de faire des contractions. Ah, c'était déjà à terme? Non, la grossesse n'était pas encore à terme. Et ça m'a conduit à l'hôpital après. Et quand je suis allée à l'hôpital, j'ai dû accoucher de l'enfant prématurément.
Donc, quand je suis revenue à la maison, ça a continué. Ça a continué. Puis, à un moment donné, j'ai dit, mais bon, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que je sorte de cette relation. Parce que là, j'ai failli perdre ma vie et celle de mon enfant. Et j'ai dit, mais bon, ça suffit. Si ça doit continuer comme ça, je risque de perdre ma propre vie et celle aussi de mes enfants. C'est là où le déclic est venu. Et j'ai dit, bon, j'arrête tout. Et il faut dire que tout le temps où j'étais dans la relation, où je supportais, Oui. je subissais juste pour préserver le cocon familial où l'ambiance n'était pas encore trop bonne pour mes enfants. Il faut dire que durant tout ce temps, dans ma tête, je me préparais, je préparais mon mental à l'après-séparation. Ah, d'accord. C'est ça qui m'a aidé le plus. Et quand j'ai pris la décision de m'en sortir, ça n'a pas été... C'est vrai que ça a été un peu difficile, mais je me suis vite retrouvée. J'ai pu m'en sortir, j'ai pu me prendre plus en charge rapidement parce que mentalement, j'étais un peu forte dans ma tête et j'ai pu quand même traverser cette situation. Et puis après, je me suis refaite, je me suis redécouverte moi-même et j'ai capitalisé tout ça. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à accompagner les jeunes filles pour qu'elles ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Parce que quand vous n'êtes pas préparé véritablement à entrer dans le ménage, dans le foyer, il ne faut pas commettre l'erreur d'y entrer pour ensuite en ressortir avec des séquelles pour soi-même et pour les enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter pour nos propres enfants. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour cette cause-là, pour demander à nos filles, à nos femmes qui sont déjà en dedans, de mieux se prendre en charge, de travailler sur elles-mêmes et en elles-mêmes pour pouvoir accompagner véritablement leurs enfants et aider aussi même le conjoint. Parce qu'il faut comprendre que celui qui se met dans cette posture, lui aussi a besoin de guérison intérieure. En fait, c'est comme un labyrinthe. C'est un imbroglio. C'est deux personnes qui ont déjà des plaies intérieures non cicatrisées en elles qui se retrouvent. Et beaucoup de foyers se forment aujourd'hui comme ça, où les enfants sont issus de parents divorcés. Ils ont des séquelles. Et eux-mêmes, n'ayant pas guéri de leurs séquelles, entrent encore dans des relations et font des enfants, transmettent ces séquelles-là à leurs enfants. Et c'est ça qui fait que plus tard, nous avons des divorcés sociaux, nous avons des enfants qui sont rebelles, nous avons des enfants qui donnent matière à réfléchir autant à la famille qu'à la société. D'accord. Donc, pour éviter cela, pour limiter cet état de choses, moi, je me suis donné comme cheval de bataille de travailler à accompagner les jeunes filles, les femmes, les mères. Et puis, je crois qu'avec ce qui est en train d'être fait, petit à petit, il y aura quand même une issue pour chacun. Est-ce que ça n'a pas eu de répercussions sur votre nouvelle relation, cette cicatrice-là que vous avez gardée, peut-être pour le démarrage de la nouvelle relation? Bon, j'avoue qu'avant d'entrer dans une nouvelle relation, j'ai pris le temps de travailler sur moi-même, de me bâtir à nouveau, d'être véritablement sûr que j'avais envie de recommencer une nouvelle relation. Vous savez, les séquelles, on en a toujours. Mais ce n'est pas parce que là-bas, ça n'a pas été bon, qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne sera pas meilleur. Donc, il faut véritablement travailler sur ça. Ça fait partie des choses les plus difficiles qu'une personne qui a vécu dans une relation toxique arrive véritablement à faire. Pouvoir se remettre dans une autre relation. C'est toujours difficile parce que là, on a tellement subi, on a tellement enduré qu'on est, c'est-à-dire, on est à bout. On n'a même plus le goût à quoi que ce soit. On se dit, bon, on garde les choses comme ça et puis la vie continue. Mais la vie ne peut pas continuer dans ce sens. La vie doit continuer dans le bon sens. Et le bon sens voudrait que vous travaillez sur vous-même, que vous arriviez à guérir véritablement de vos plaies intérieures pour pouvoir recommencer une nouvelle vie qui, elle, peut vous être plus belle. Elle peut, c'est mon cas aujourd'hui. Moi, j'ai refait ma vie et j'avoue que aujourd'hui, je suis épanouie. Je suis en harmonie avec mon conjoint, avec mes enfants, même les enfants que j'ai eus
de l'autre précédent. union, dans le cocon familial, ça va. Et bon, je remercie Dieu. Ça a été une expérience de vie pour moi. Et je n'ai pas honte d'en parler. Hein. Je n'ai pas honte d'en parler parce que je dis, il y a plusieurs femmes qui souffrent exactement ça et qui ont du mal à sortir de ces relations. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées psychologiquement, elles sont liées matériellement, elles sont liées par la société elle-même. Parce que du fait qu'il y ait le poids de la société, elles ont du mal à se décider. Elles ont peur de sortir de ces relations. Vous avez vu l'actrice Osinachi, comment elle a fini avec les violences physiques, tout ça, avec son mari. C'est à la tombe. Vous avez vu, elle a fini à la tombe. Donc aujourd'hui, si on n'en parle pas, s'il n'y a pas des voix mieux écoutées qui en parlent, pour que la société sache que c'est un mal qui détruit les femmes, qui détruit les familles et qu'il faut véritablement un travail de fond à la base. Il faut véritablement que des mesures soient prises pour accompagner ces femmes, pour accompagner ces enfants. C'est que la société part à la dérive. Vous comprenez? Oui. Et pour finir, que direz-vous à ces femmes justement qui sont dans ce cas? Alors, pour ces femmes qui sont dans ce cas, je voudrais leur demander déjà d'avoir le courage de reconnaître qu'elles sont vraiment dans une relation toxique. Parce qu'il y en a même qui sont dedans, mais qui l'ignorent. Qui l'ignorent. Il faut d'abord reconnaître qu'on est dans la relation et que la relation est toxique. Maintenant, quand vous avez pris conscience de votre état, du fait que vous êtes dans une relation toxique, il faut déjà pouvoir vous libérer de la peur de ne pas s'en sortir. Il vaut mieux vivre, il vaut mieux être vivant. Quand il n'y a pas des enfants, c'est plus facile. Mais quand il y a des enfants, c'est plus compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que quand on regarde les enfants, on se dit, si on ne peut pas partir comme ça. Mais entre le fait de rester en vie et de toujours voir vos enfants, pour être utile à vos enfants, et celui de rester dedans, de ne pas sortir et de mourir tôt pour laisser les enfants, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je pense qu'il vaut mieux vivre. Hein. Moi, j'en suis sortie. Aujourd'hui, je suis vivante pour mes enfants. Les enfants continuent de me voir, je continue de m'occuper d'eux. La preuve, c'est que je ne suis plus avec leur papa. Mais eux, ils sont toujours là. Et ils ont besoin que je m'occupe d'eux tout le temps. Ils sont avec moi. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans une situation comme ça, il faut savoir faire la part des choses. Je n'ai pas l'habitude d'encourager les femmes à sortir de leur ménage. C'est à elles de faire le... Pas du tout. Je leur demande juste de faire le point. Si vous pensez qu'en restant là, les choses peuvent s'arranger, restez. Mais si vous pensez qu'en restant là, ça va vous conduire à la tombe. Et ça va encore détruire vos enfants et être traumatisant pour eux. Et faire parce que tout ça là, ça fait que les enfants après deviennent rebelles. Ça participe à ce que les enfants deviennent plus tard des divorcés sociaux. Si vous pensez qu'en sortant de là, ça va être utile pour vous-même et pour vos enfants, faites le geste utile. Mais s'il y a toujours une possibilité que les choses s'arrangent, arrangez-les et restez là. Qu'est-ce qu'on veut? Mon cas peut ne pas être adapté à votre cas. Encore que des hommes aussi peuvent subir des hommes aussi peuvent des subir victimes. Ça, oui, les hommes aussi peuvent être victimes de ça. Donc c'est vice-versa, c'est des deux côtés. Mais le plus important, c'est de pouvoir trouver la bonne résolution qu'il faut pour pouvoir véritablement ne pas en mourir. Parce que c'est ça qui est le drame. C'est en mourir qui constitue le véritable drame. Parce que quand vous mourrez avec vos rêves, vous mourrez avec vos visions, vous mourrez avec tout ce que vous auriez pu apporter à la société de bon. Aujourd'hui, parce que je suis vivante, je participe énormément à accompagner beaucoup de jeunes filles qui sont dans ces situations, accompagner beaucoup de femmes. Okay. Et donc, moi je dis, je préfère vivre plutôt que d'en mourir. Le déclic, c'est que c'est le seuil, c'est votre seuil de tolérance émotionnelle et sentimentale. C'est que
on a un seuil de tolérance. Ce qu'il explique, c'est que votre seuil de tolérance émotionnelle et sentimentale, il faut pouvoir l'écouter et le suivre. Si vous laissez déborder ce seuil, c'est-à-dire vous poussez jusqu'à ce que le seuil soit totalement débordé, vous allez être malade. Il n'y a plus de retour possible. Sinon, le retour va être très laborieux. Et vous allez encore souffrir. Au finish, l'autre cherchera une autre relation parce que votre relation est passée du domaine de toxique à pathologique, n'est plus vivable. Ça va passer. Donc, lorsque ce seuil de tolérance émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il expliquait. C'est que lorsque vous êtes à un niveau où vous n'arrivez plus à intérioriser, vous n'arrivez plus à élaborer les excuses, les comportements, les agissements de l'autre, lorsque vous n'arrivez plus, au terme simple, à les accepter, oui. à les comprendre, à faire avec et à évoluer normalement, alors il faut dire, ils ne savent pas. Mais lorsque vous continuez, malgré ça, à pousser pour aller chercher au tréfonds de vous-même des ressources pour vous renouveler, pour vous adapter, vous allez épuiser votre stock. Et quand vous allez épuiser le stock, c'est-à-dire vous êtes en train de pousser au plus fond possible votre seuil, et lorsque ça va lâcher, il n'y aura plus de frontières, ça va couler à flot. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il n'est pas bon de dire je suis dedans vu tout, je suis dedans parce que vous allez finir par vous perdre en fait. Donc il faut écouter. Lorsque ça ne marche plus, ce qu'il dit, quelle que soit l'explication, la sincérité qu'il donne, ça ne vous dit pas votre conviction, votre comment on appelle votre voix intérieure, je cherche le mot scientifique le plus adapté, votre voix intérieure vous dit n'accepte pas, ne prends pas ce qu'il dit, oui, mais il faut oser le sortir, il ne faut pas l'étouffer. Non, je vais dire l'intuition. J'ai envie de dire votre intuition féminine vous dit non, c'est pas bon. Ce qu'il dit, ça semble, vous essayez de justifier, de dire oui, c'est possible. Mais au fond de vous, vous sentez que ça ne prend pas, ça ne colle pas, ça ne se matche pas. Votre être n'accepte pas le fait. Mais vous forcez l'organisme à aller au-delà. Ça, c'est pas bon. D'accord. Est-ce que ce sont plus les hommes qui sont en griffe bourreaux ou les femmes qui sont bourreaux? Non, parce que bon, comme généralement on dit que l'homme est le chef de la famille et tout, cette domination... Il faut comprendre la relation toxique dans tous ses sens. Okay. Ça dépend de la relation qui est établie. Si c'est dans le cadre professionnel que votre patron ou votre collègue, c'est votre patron ou votre responsable, c'est une femme, vous voyez, dans le cadre famille, si la relation, pour ne pas dire le mot expressif qui n'arrive pas, l'autre qui ne laisse pas discuter, c'est l'épouse. Bon, ici, ce n'est pas catégorisé pour ma part, hein, c'est autant l'homme que la femme, les deux subissent. Malheureusement, c'est la femme qui n'extériorise pas. C'est elle qui le plus souvent accepte subir. C'est elle qui le plus souvent accepte. Sinon, il peut y avoir relation toxique. On parlait tout à l'heure d'environnement parce que c'est l'environnement qui éduque à la femme passant par le biais de la soumission de subir. Ça, c'est un autre... c'est vrai que c'est un autre débat. C'est carrément un autre débat. De faire le parallélisme en réalité. Les féministes vont pas être d'accord avec toi. C'est pas faux, oui, c'est vrai, ils ne seront pas d'accord. Ça va être un peu compliqué. Mais il faut dire tout simplement, et moi je dis toujours, même dans nos us et coutumes, quand on va questionner un peu les fondements de la société africaine, béninoise et autres, on voit que, en fait, la femme, quelle que soit sa place, elle est importante. Et l'homme ne vient pas à aucun jamais lui ravir, quels que soient les âges, cette place-là. Donc, c'est lorsque vous acceptez troquer cette place contre rien qu'il y a problème.
Donc c'est vous qui troquez. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc la société a toujours veillé à ce que chacun tienne sa place pour son équilibre. Bien sûr. Donc vous laissez votre place, bonjour les dégâts. Quelqu'un d'autre va l'occuper simplement. Alors pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des relations toxiques, les signes auxquels il faudrait faire attention. Monsieur Vieux a commencé par évoquer ces signes. Vous allez rajouter, André Aléchrono, les signes auxquels il faut faire attention. C'est, regardez, je pars au départ. Je vais au départ de la relation. Lorsque votre relation, vous aviez semblé commencer sur de bases saines et que, chemin faisant, vous découvrez qu'il y a beaucoup de choses importantes qui n'avaient pas été dites, il est bon de faire une pause, d'établir maintenant la base proprement pour évoluer. Lorsque vous commencez par accepter ce que je vais appeler fausse vérité, au départ, vous ouvrez la boîte de Pandore, vous ouvrez la porte à tout ce qui pourrait arriver après. Lorsque vous êtes dans cette relation et que vous n'avez pas de mots, vous êtes dans une relation dysfonctionnelle, vous vous sentez mal à l'aise, comme on l'a dit. La communication, il n'y a pas un canal de communication équilibré qui vous permet d'échanger pour vous comprendre et avancer. Il faut comprendre qu'on ne peut pas être toujours d'accord sur tout. Quel que soit le couple parfait que vous formez, vous devez avoir des différences, des différentes opinions, de compréhension, et c'est le devoir de l'un d'expliquer à l'autre et le devoir de l'autre de comprendre l'explication logique de l'autre. Donc, si ça n'arrive pas et que vous pensez que c'est toujours lui qui a raison, parce que quand je commence, je finis toujours par perdre, vous n'allez pas chercher l'explication. Et quand c'est comme ça que vous basez votre relation sur « je ne demande pas d'explication », ça va être compliqué. Donc oui, vous êtes dans cette relation où vous ne vous sentez plus du tout, où vous n'aviez plus de mots, vous perdez votre place, vous n'avez plus de place. Vous êtes dans cette relation où vous ne pouvez pas placer un mot. Vous êtes dans cette relation où la présence, ne serait-ce que la présence de l'autre, vous irrite. Et où tout ce qu'il dit ne passe plus, ça ne rentre plus. Vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas du tout épanoui, tout simplement. Il faut déjà, quelle que soit la relation, c'est avec un ami, entre hommes, entre frères, en couple, au travail, quelle que soit la relation, parce que même au travail, si vous ne pouvez pas expliquer ou placer, expliquer votre initiative, expliquer une activité ou quelque chose à votre hiérarchie, que vous êtes toujours celui qui fait mal, qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne comprend pas et vous ne faites jamais rien de bon. Et puis après, quand ce qui a été commandé de bout en que vous avez exécuté de bout en bout, il se trouve que le R plus 1 ou R plus 2 trouve que c'est parce qu'il fallait et que c'est sur vous que le tort est rejeté, etc. Lorsque vous êtes dans cette relation un peu malsaine et que vous n'arrivez pas, je pense qu'il faut faire attention, il faut se dire, voilà, je suis vraiment dans une relation malsaine, toxique, tout simplement. Regardez-vous si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas confortable. La confortabilité ici dont on parle, c'est pas de faire souffrir tout le monde autour de vous pour dire, moi je dois être dans une relation non toxique, équilibrée. Donc, c'est moi je fais souffrir pour... C'est pas de ça qu'il parle. C'est-à-dire, vous sentez que l'autre aussi est à l'aise dedans. Vous êtes à l'aise. Ça, c'est fluide, vous avez un mode de communication fluide, vous arrivez à échanger, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas, mais vous arrivez à vous comprendre, vous n'étiez pas d'accord, mais vous finissez par vous mettre d'accord, ça marche ainsi.
Voilà. Maintenant, quand on se rend compte que cette relation, elle est toxique et qu'il faut faire quelque chose, Monsieur Vueni, comment on réagit face à cette situation? Lorsqu'on remarque que la relation est toxique et qu'il faut agir, nous avons déjà dit tout à l'heure, nous avons deux options. Soit il faut rompre, si on n'est pas à l'aise, on n'a pas pu travailler ensemble pour se comprendre, on rompt la relation, ou carrément, on peut travailler ensemble. Et là, il faut chercher à se comprendre, à se connaître, à connaître de quelle personnalité l'autre est. Et si on peut l'aider, se fixer des limites et vivre ensemble dans cette relation et le rendre moins toxique. Maintenant, lorsque il n'y a pas possibilité de travailler ensemble, le mieux c'est de rompre pour être heureux. Ça a l'air facile ce que vous dites là. Oui, puisque c'est un choix. Quand on se donne à fond, si c'est une relation amoureuse, quand on se donne à fond, du jour au lendemain, quitter l'autre. Puis... Bon, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai discuté avec une dame qui a quitté une relation conjugale après 5 enfants. Les deux derniers enfants, il y a un qui a à peine 6 ans, l'autre à peine 2 ans. Mais si elle ne quitte pas, elle va mourir. Mais elle a fait un choix. Et aujourd'hui, elle essaie quand même de gérer, mais elle est plus à l'aise. Donc c'est un choix. C'est vrai que c'est difficile. Mais lorsque dans la relation est toxique de telle manière que ça va prendre votre vie, je pense qu'il faut s'en débarrasser complètement. Et quand est-ce qu'on évalue le désespoir total et la sauvegarde possible? Voyez, vous êtes dans une relation où vous êtes toujours malade. Et vous allez à l'hôpital, on vous fait tout, on dit qu'en réalité vous n'avez rien. Que c'est le stress. Et l'homme avec qui vous vivez ne fait rien que pour vous aider. Ne fait rien dans quel Ça veut dire que, non, ne fait rien, c'est-à-dire, il n'y a pas d'effort pour ramener au moins un peu d'ambiance ou de l'harmonie dans le couple. Donc, quand vous venez à la maison, la maison est vivable. Si elle revient à la maison, elle n'arrive plus à supporter. Et soit, il n'y a pas ce jour, dans une semaine, elle va contrôler sa tension au moins 2 fois, 3 fois. Mais depuis qu'elle a quitté cette relation, mais elle n'est plus tensionnaire. Elle ne prend plus le médicament, mais elle vit heureuse. C'est vrai, c'est difficile, mais à un moment donné, il faut pouvoir faire le choix. C'est comme je le demandais tout à l'heure à M. Aléronon, c'est presque dans toutes nos relations humaines. Si on quitte à chaque fois, là, on aura quelle relation? Ça, c'est la question qui va se poser là tout de suite de ce vieil. Oui, c'est dans toutes les relations qu'il peut y avoir une relation toxique. Mais soufflez-vous que nous ne pouvons pas quand même rencontrer à chaque moment une relation toxique. Ça veut dire que nous allons nous poser la question de savoir que n'est-ce pas que c'est nous-mêmes qui sommes peut-être en train de développer cette relation toxique et qu'il faut revoir peut-être notre manière de faire avec les autres. Sinon, ce n'est pas normal que je quitte une relation, j'entre encore dans une autre relation toxique. Et chaque fois quand je rentre dans une autre relation toxique, ça veut dire que je prends toujours les mêmes partenaires. Il y a quelque chose qui cloche. Donc là, il faut se remettre soi-même en cause pour savoir si ce n'est pas finalement soi qui est toxique en réalité, qu'on fuit les autres pensant que ce sont eux qui sont toxiques. D'accord. Monsieur Aléronon a dit que de ne pas dire que la personne est toxique, mais peut-être la relation est toxique. Mais ça peut être les deux. Ça peut être la personne qui est vraiment toxique, on l'a dit au début. Nadège, vous pensez que le départ est la meilleure solution aussi? La rupture Quand tu essaies une fois, 2 fois, tu fais ta tentative de discuter une fois, 2 fois, et que ça ne marche pas, ça n'aboutit pas réellement à ce résultat que tu veux, moi je pense que le départ est très très important. Parce que là, à ce déclic, parce que si tu ne le fais pas, après il y a des formes de violence qu'il va commencer par appliquer sur toi, et que au final ça joue sur ton mental, ça joue sur ta santé. Et je pense que là,
à un moment donné, il faudrait qu'on prenne conscience et qu'on se rende compte que c'est pas toujours bien d'essayer de forcer les choses. Donc voilà. Faut libérer. Faut libérer. Quid de la résilience. André, je suis à vous. Ah, vous sourire. Mes questions vous font sourire. Non, Donc, ça me fait sourire parce que je dis, ben... Moi, je suis pacifique. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et c'est important, c'est important. Il faut, je suis d'accord, hein, la rupture reste la dernière solution à adopter. Avant la rupture, il y a d'abord les négociations. Mais pour pouvoir négocier, on l'a dit, vous êtes parti sur quelle base? Il faut considérer la base. Et on ne négocie pas dans le mensonge, il faut négocier maintenant dans la vérité, dans la sincérité. Et il faut négocier sur des éléments solides, avec des éléments solides. Pour négocier, qui va négocier? Qui êtes-vous pour aller négocier? Est-ce que vous y allez en tant que victime ou vous y allez en tant que, j'ai envie de dire, ami, frère, confrère ou je ne sais pas. Est-ce que vous êtes l'égal de l'autre ou vous êtes une tierce en réalité. Voilà. Il faut pouvoir, c'est tout ça là qu'on met. Parce qu'il ne faut pas dire, je lui ai parlé plusieurs fois, il n'a pas voulu écouter, il fait toujours à sa tête. Donc quand vous voulez, avant d'aller à la rupture, il faut pouvoir établir cet environnement de médiation, de négociation. Oui. D'abord, ça peut passer entre vous. C'est-à-dire, vous vous connaissez suffisamment, vous connaissez l'autre et vous savez les éléments sur lesquels vous allez partir négocier. Et comme je l'ai dit, avant d'y aller, il faut savoir la base. Qu'est-ce que vous voulez aller interroger dans la négociation? C'est quoi le problème qui va être débattu? Quels sont les éléments que vous aviez? Et plus important, c'est quelle est votre part de responsabilité dans la survenue de ce problème? Donc, ne rejetez pas le tort sur l'autre, tout de suite, tout sur l'autre. Remettez vous-même. Il faut d'abord faire toute cette analyse et prendre le bon bout et dire, voilà, je pars, j'essaie. Maintenant, je parle d'essayer parce que vous avez fait ce travail. L'autre peut ne pas rentrer dans votre logique. L'autre peut estimer que j'en ai marre de souffrir et là où j'ai assez souffert, j'arrête là. Vous aviez quand même, c'est pour ça que j'ai dit, vous aviez essayé de partir sur une base de négociation. Donc quand vous partez, que vous constatez que lui aussi souffrait, mais peut-être vos deux souffrances vont vous amener à vous comprendre et à redéfinir les bases et maintenant à vous considérer chacun vraiment en tant qu'identité, en tant qu'unité pour pouvoir former le couple et faire la relation. Donc oui, il faut partir sur toute cette base-là pour aider l'autre. Si vous voulez vous aider, il faut pouvoir se positionner ici. Maintenant, quand vous avez tenté ça comme ça, et que ça n'a pas marché, vous avez fait intervenir une tierce personne en tant que médiateur, pour vous aider. Encore que là aussi, il faut faire attention à ne pas exposer votre vie de couple. Si c'est une relation amoureuse naissante ou etc., si vous partez sur des bases où il faut une tierce personne pour venir parler pour que nous puissions nous mettre d'accord, là, ce n'est pas non plus des bases solides. La relation doit avoir de bases saines et véridiques. Il faut quelqu'un pour vous aider. Ce que je dis, la personne ne viendra pas établir pour vous les bases saines et véridiques. Si avec ton copain, je pars sur cette relation, si avec ton copain, vous n'êtes pas capable, vous deux, de vous dire, chez moi, mes grands frères l'avons dit, les baies, la vérité. C'est que ce n'est pas la peine. Il faudrait que vous arriviez à vous dire la vérité. Si je fais le choix de vivre avec toi, excusez-moi, même si c'est pour un moment de ma vie, il faudrait que ça parte sur la vérité. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, si ce n'est pas sur la vérité, la simple vérité ici serait aussi de dire, notre relation, on ne va rien avoir de sérieux. Il y a ce qu'on appelle par exemple les... comment ils appellent? Princess ou bien... C'est aussi simple. C'est un langage de jeunes. Tout le monde sait ça. Au départ, on sait qu'il n'y a rien de sérieux. On est là juste pour le sexe.
Ça, c'est la vérité, c'est la base saine de la relation qui est établie. Mais je viens, je sais que je te veux comme... quoi, princesse ou bien girlcess? Bon, en tout cas, qu'un partenaire de je te veux que pour ça, mais je te miroite le mariage, mon célibat, mon emploi, etc. Ou toi qui es en quête d'une relation sérieuse, qui ne veut pas d'une relation passagère, tu te jettes dedans parce que, waouh, Dieu merci, je suis tombé sur ce qu'il me faut. Vous voyez que la base n'est pas déjà bonne. Parce qu'il y a un individu qui n'est pas honnête. Et lorsque vous découvrez 2 mois après que le monsieur commence par avoir des comportements comme si vous l'étouffez, vous envahissez sa vie, alors que vous êtes dans un mode normal. Mon copain, si je veux vivre avec lui, il faut que je connaisse chez lui, il ne veut pas vous montrer chez lui, etc. Vous voyez un peu ces réalités-là. Faites asseoir et établissez la base pour qu'il comprenne que vous êtes sur une relation durable. Que vous comprenez que lui, il est sur une relation courte. Peut-être que les 2 mois ou les 3 mois qu'on a fait ensemble ont fait qu'il a changé d'avis. C'est l'échange, cette discussion, cette médiation qui va vous amener à rétablir la base. Peut-être qu'il n'est pas du tout sur cette logique. Dans ce cas, vous prenez la décision de continuer par lui servir d'objet sexuel ou de dire, je vais me conserver en attendant. Ça, c'est pour l'exemple que vous avez donné. C'est pour l'exemple. Oui. Donc, il faut l'adapter quand même dans tous les sens en disant, je fais le nécessaire en rétablissant une base saine dans ma relation de couple. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Quand on décide de ne pas partir, qu'on pense qu'on peut sauver encore les meubles. C'est ce que je dis, vous évaluez les éléments. Je demande si ça face. marche en réalité. Oui, normalement, c'est la meilleure solution. Maintenant, la solution la solution la plus vivable, pour ne pas dire quand vous... Parce que vous voyez, on est parti sur une mauvaise base. Et on essaie de rétablir la base. Nous deux, on est d'accord. On évolue. Chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des couacs. Il va en avoir, mais on trouvera toujours la force pour rétablir, pour repartir. Maintenant, si ça, on établit la base et que ça ne marche pas, vous prenez la décision de partir. Enfin. Pour votre... Parce qu'il faut vivre, il faut être, je ne sais pas, il faut être vivant pour s'épanouir. Absolument. Donc, pour votre intérêt supérieur, c'est important. Mais partir tout de suite parce que cette relation est mauvaise, toxique, sans prendre ses responsabilités, je vais aller chercher ailleurs. Monsieur le riche l'a dit, vous pouvez être la cause. C'est vous qui ouvrez la porte. Donc vous allez ailleurs, vous allez faire encore la même chose. Vous allez ailleurs, vous allez faire encore la même chose. Ainsi de suite, vous allez trouver que vous ne tombez que sur de mauvais garçons. Est-ce que vous n'attirez pas de mauvais garçons? Ou vous n'ouvrez pas, ce n'est pas que les mauvais côtés des garçons que vous aimez, etc. On en a parlé ici. Donc, c'est pour ma part, c'est un peu cette logique, oui. Et autre chose, c'est que la relation toxique, on peut travailler à changer ça. Ça dépend des 2 individus en face, ça dépend de l'honnêteté des 2 et de l'engagement des 2. La personne toxique, je vous conseillerais de ne pas essayer parce que vous allez souffrir longtemps. Il faut demander de l'aide professionnelle pour la personne. On ne les catégorise pas toxiques. Voilà. On ne les fiche pas toxiques. Donc, quand c'est comme ça et que vous constatez que votre conjoint ou votre père, votre binôme, il y a quelque chose, il a la volonté mais il n'y arrive pas, amenez-le à demander de l'aide d'un professionnel. Ils n'acceptent pas tout de suite être toxiques. Un instant, monsieur le riche, on fait une pause pour que vous vous mettiez à l'aise parce qu'il y a un chat qui vous dérange là. On fait une pause ou bien c'est bon? Allez, Nanège, oui. Oui, je demandais à monsieur Alionou que les personnes toxiques ne se rendent pas tout de suite compte qu'ils sont vraiment responsables de ça, mais qu'ils sont vraiment toxiques. Donc, quand vous avez... J'ai dit, faisons attention. La personne pathologique, la personnalité pathologique va être compliquée à raisonner. D'accord? Vous tombez sur, comme dit, je prends l'exemple, vous tombez sur une bonne personnalité pathologique,
toxique qu'elle va être là, vous ne pouvez même pas partir de la relation. Parce qu'il ne va pas vous autoriser à partir. En fait, vous êtes son bien précieux. Et où que vous allez, il va vous poursuivre. Il va venir pourrir votre... Il va faire savoir à votre nouveau là que c'est lui le propriétaire. Il ne vous a pas encore laissé partir. Et donc, quand il va vous poursuivre comme ça, bon, il y a des en bon langage, on parle de harcèlement. Voilà, en bon langage, on parle de harcèlement. On en connaît. Malgré vos convocations, commissariat ne vont pas le faire truc. Et puis, malheureusement, ce qui est... C'est pour ça que je suivais bien ma logique. Malheureusement, lorsque vous tombez sur une personne comme ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Sinon... Qui est quoi? C'est ça. Sinon, vous allez perdre la vie gratuitement. Au finish, on lui fera un examen psychiatrique, on va démontrer qu'en fait, il est malade. Il est vraiment malade. Et il faut d'abord le soigner avant qu'il ne puisse s'appeler. Vous voyez, vous êtes déjà parti. Donc, quand je dis prends le taureau par les cornes... Oui, c'est ça qui intéresse là. Oui, prends le taureau. Comment on prend le taureau par les cornes? C'est de trouver le moyen pour qu'on l'aide. Vous vous rendez compte qu'il est malade. Ce n'est plus lui. Vous voulez votre copain, vous voulez celui que vous avez rencontré. Peut-être que vous ne le connaissiez pas comme ça. Mais que vous allez le découvrir. Ce qui est un peu paradoxal ici, c'est que c'est des personnes qui sont à la limite du normal et qui jouent avec les limites du normal et du pathologique. Vous allez vivre 5 ans avec avant de découvrir, de commencer par découvrir certains visages en disant, ben, je ne le connaissais pas comme ça. Et malheureusement, si vous tombez sur quelqu'un comme ça qui est aussi un peu manipulateur, il va vous faire comprendre sur tout le long, quand il va commencer par découvrir que vous commencez par le connaître, vous fait comprendre que c'est vous qui l'avez amené à changer. C'est pas lui. Vous voyez un peu, ça devient très compliqué. Donc, dans cette logique, il faut demander de l'aide. En demandant de l'aide, il faut être prudent. Oui, sinon, si l'intéressé s'en rend compte... S'il se rend compte qu'il vous attaque, et vous y passez aussi. Il faut vraiment être prudent. Et l'idéal, c'est vous qui prenez la décision. Soit de l'accompagner dans son traitement, soit de mettre fin à la relation et de vous chercher ailleurs. Mais favoriser son traitement. Dans tous les deux cas, c'est difficile. Dans tous les deux cas, c'est difficile. Mais vous aviez la possibilité, s'il ne se rend pas compte de sa maladie, vous, de le faire hospitaliser. C'est vous qui demandez. Vous demandez de l'aide parce que ce qu'il fait, c'est vraiment pathologique. C'est vraiment pas normal. Et comme ça, la loi ou les institutions vont l'obliger à se faire soigner. S'il ne veut pas écouter, il ne veut pas qu'on fasse chose. Donc, vous allez vraiment c'est une question très délicate. Donc, de simples relations qu'on commence par établir, on subit. Un jour, si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, vous allez finir par en mourir. Est-ce que dans ce cas où il faut signaler, c'est pas un peu... je sais pas comment le dire, c'est pas un terrain glissant parce que tu vas dire que tu as peur de signaler. tu vas le faire interner en quelle qualité et comment va prendre la famille, parce que d'une part il y a toi qui subis et de l'autre part il y a le fait qu'il vienne d'une famille. Est-ce qu'il faudrait quand même que tu en parles? Ça, c'est dans le cas d'une relation amoureuse, c'est ça? Oui, dans le cas, voilà, vous vivez déjà ensemble. Voilà, du coup, si c'est un couple parce que je ne vois pas, par exemple, une jeune fille en couple avec un monsieur et vivre ça et dire qu'elle ira interner ce dernier. Il faudrait déjà qu'elle soit dans la maison et qu'elle soit déjà prise comme épouse. Ou tout au moins connue par la famille pour prendre ce genre d'initiative. Je crois que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de l'interner, mais il faudrait forcément que vous en parliez. Si vous-même, vous ne pouvez pas lui parler à deux. Il faut d'abord commencer par essayer avant qu'il ne dise qu'il ne vous écoute pas. Parce que pour aller vers l'ami ou le seul frère que vous lui connaissez, est-ce que vous-même vous aviez essayé? Il faut toujours prendre la responsabilité de commencer. Parce que c'est vous qui êtes en couple. Il y a quelque chose qui vous lie. Il y a une influence que vous aviez, que vous le voulez ou non, sur lui.
il en a sur vous, vous aussi vous en avez sur lui. C'est le moment d'utiliser votre influence positive pour l'atteindre. D'accord. Allez, monsieur Wenyi, est-ce qu'on peut éviter les toxiques? Ça là, c'est une question très accessible. Est-ce qu'on peut les éviter? On ne peut pas éviter une personne, hein, puisque c'est des humains comme nous-mêmes. On ne peut pas les éviter, mais on peut prendre des distances avec une personne toxique. C'est-à-dire des formes de prévention, c'est-à-dire ne pas tomber là-dessus en réalité. Ah non, on ne peut pas. C'est ça, en fait, la question. On ne peut pas quand même. Il faut écrire une pancarte interdit aux personnes toxiques. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On doit pouvoir côtoyer tout le monde et aborder tout le monde. Maintenant, dans les démarches, si on constate que c'est une relation toxique, là, on fait le choix, comme l'a dit monsieur Alejandro. D'accord. Oui, André, on ne peut pas les éviter. Non, il faut évaluer avant de. Nous sommes dans une communauté. Il faut d'abord rencontrer avant de savoir que la relation est toxique. D'accord. Alors, on a dit au départ que c'est compliqué, c'est l'estime de soi qui amène dans ces genres de toxicité. La toxicité peut être vraiment une grande, excusez l'expression, pourriture et c'est invivable et tout. Mais quand vous arrivez à partir, à vraiment faire le vide et à reprendre votre vie, comment retrouver ces marques? Parce que vous êtes parti certainement avec des blessures, tout dépend du degré de cette toxicité, là vous êtes parti avec des blessures. Comment reprendre ces marques pour ne pas être suspicieux déjà au début d'une autre relation de cette personne-là, pour ne pas encore vous devenir cette fois-ci toxique? Je commence par vous, André. Et il faut se faire aider tout simplement. Ça dépend de votre degré, comme je le dis toujours, degré d'affection. Degré d'atteinte, il faut vraiment demander de l'aide. Si vous pensez que là, vous aviez été suffisamment abîmé, vous avez suffisamment été atteint, il faut demander de l'aide. L'autre chose, comme on l'a dit, c'est que il faut savoir, dans toute relation, c'est d'abord votre épanouissement, votre équilibre. Et donc, en partant, oui, vous allez faire le deuil, vous allez suivre et faire le deuil de cette rupture-là. Et quand vous faites correctement le processus de deuil de votre rupture, je pense que les moyens vous sont donnés pour rebondir à zéro, pour repartir de nouveau et sur de nouvelles bases, et meilleures d'ailleurs, parce que vous n'allez pas étiqueter toutes les autres relations de toxiques. Certes, vous allez prendre des précautions par rapport à établir de nouvelles bases, vous allez rester beaucoup plus prudente. Et c'est au fil du temps que vous allez renforcer votre capital confiance dans la nouvelle relation et lâcher petit à petit prise. Donc là, dans la définition de votre nouvelle base, il faut informer le partenaire que vous aviez déjà connu, comme on le dit là, vous êtes une blesseuse de guerre. Et donc, vous allez être méfiant dessus. C'est à lui de vous conquérir et de vous rassurer, mais à lui d'être beaucoup patient. Maintenant, à vous de modérer aussi votre méfiance, etc. pour pouvoir... modérer. Oui, il ne faut pas le prendre lui. Il ne faut pas que ce soit lui qui paye pour les fautes, de vos fautes avec l'autre. D'accord. Oui, je suis la même question, monsieur Wenyi. Je pense que monsieur Alejandro a tout dit. Je voudrais ajouter simplement que pour que le nouveau partenaire ne subisse par les affres du passé, le deuil est nécessaire. Le suivi est nécessaire. L'accompagnement psychologique est nécessaire pour pouvoir guérir les blessures causées par l'histoire passée. Et là, cela vous aidera à recommencer une nouvelle histoire avec un autre partenaire. Et puisque les bases sont définies déjà au départ, vous vous sentirez plus à l'aise. Dans la nouvelle relation. Excuse-moi, à ne pas faire, à ne pas du tout faire. Faut pas ça, c'est un warning. Faut pas sortir d'une relation comme ça et dire que je vais remplacer en me tapant une nouvelle relation tout de suite de remplacement. Ça, c'est dangereux. Faut pas sortir et dire je ne veux plus d'homme, je remplace par l'alcool, mon travail, etc. Ça, c'est pas bon. Faut prendre toujours le temps de faire ce petit bilan, de faire le deuil et de redéfinir de nouvelles bases. Ça peut ne pas durer. Quand on parle de deuil, c'est pas pour faire un an, c'est pas pour faire... Encore que des deuils peuvent durer. Bon, ça dépend de la profondeur. Voilà, de la douleur, de l'oppression. Vu que vous êtes... Je dis rien.
Vous êtes clinicien. Vous en avez déjà soigné, André, des cas comme ça? De relations toxiques, évidemment. Racontez-nous. Autant, 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour nous raconter ça. Autant professionnel, surtout professionnel, parce que voilà, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas du tout épanoui. Relation professionnelle, hein, vous n'êtes pas du tout épanoui, vos efforts ne sont pas reconnus. Voilà, vous ne vous sentez pas. D'abord, ça ne vous permet pas de subvenir à vos besoins. Votre personnalité n'est pas considérée. Vous n'êtes pas bien traité. On vous traite à la limite un peu comme un objet. Un objet. Dans la communication, il n'y a pas du tout de respect. Il n'y a pas du tout de respect, mais parce que vous êtes quelque part un peu dépendant, vous avez peur d'aller faire encore j'ai l'honneur. Et comme l'entourage a l'habitude de dire, il vaut mieux rester quelque part que ne rien avoir. On s'accroche. Et malheureusement, dans ce cas, c'est... bon, ça a été deux jeunes hommes, hein, je vais ne citer que ça, qui avaient besoin de se prouver, je ne sais pas quoi, prouver quelque chose comme si je suis dedans, je vais toujours. Et malheureusement, qui étaient au début de leur carrière, qui se sont suffisamment abîmés. Il a fallu que, bon, ils osent venir en parler, mais ça encore, ça a été très difficile pour eux, parce que c'était comme si ils s'exposaient, ils se montraient incapables. Donc il fallait vraiment les rassurer et les amener à voir autrement les choses et à pouvoir vraiment faire valoir ailleurs leurs compétences et s'épanouir. Donc ça a été vraiment difficile. Bon, en amour, malheureusement, c'est, j'ai envie de dire, une jeune adolescente qui pensait tomber sur l'homme de sa vie. Oui, on le pense toujours. Pour le premier amour, on le pense toujours. Qui pensait tomber sur l'homme de sa vie pour le premier amour et qui, bon voilà, malheureusement, découvre que, bon, l'autre, en fait, ne l'aimait pas. Il était sympathique, il était plus à l'aise en amitié qu'en amour, mais elle était plus à l'aise, genre, c'est mon copain, parce que, bon, l'autre beaucoup travaillait et tout le reste. Malheureusement, elle a fait les frais parce que lui, il aimait une autre. Et elle n'a pas trop accepté. Et ça a joué sur ses résultats scolaires et tout le reste. Et bon, son comportement à la maison et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais avec l'aide de sa mère, on a pu quand même l'aider un peu plus. Pour finir, peut-être, ce qui arrive aussi souvent, c'est, j'ai cité le cas d'une adolescente, un jeune adulte qui croyait tomber sur la femme de sa vie et qui, pour lui, était dans la relation et se conservait et qui découvre au finish que, bon, voilà, madame est enceinte de quelqu'un. Donc, voilà, lui, il ne veut pas supporter. Pour ça, il faut qu'il s'enferme et qu'il ne veut pas... Voilà, il n'y a plus de filles qui existent. Tout ce... Voilà, il a failli laisser les bancs et tout le reste. Bon, on a dû colmater les brèches comme il se devait. Elle a survécu? Ou il a survécu? Non, il a survécu. Il y a eu quelques tentatives de suicide, des choses, mais... Voilà. Ça. Donc, en fait, moi, je voulais vous faire vivre cela pour toujours vous faire comprendre que ce que nous disons sur le plateau, c'est des faits qui existent. Les thématiques sont choisies sur des faits existants, donc des témoignages existants. C'est pour cela que nous faisons le devoir de faire partager avec vous ces genres de témoignages, que ce soit vécu par d'autres personnes ou par les intéressés eux-mêmes. Et cette émission, comme je le dis, est une émission pour nous tous, la commune. Elle est éducative, divertissante d'accueil et également la bonne humeur. Mais l'information aussi, elle est importante. Merci André. Monsieur Ulrich Moueli, c'est ça.
Merci beaucoup à vous. Merci, madame. Merci Nadège. Merci, Angèle. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis de long en large depuis le début de cette émission. C'est un plaisir pour nous d'être restés en votre compagnie. Nous espérons que le plaisir il est partagé. On va se dire à demain.